L'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde et bienvenue au Guide de l'auto en compagnie de Louis-Philippe Dubé, Hugues Gonneau qui est toujours absent parce qu'il a pogné une petite toux. Ouais. Hein? Alors, on va lui donner une autre semaine. On va lui donner une autre semaine. C'est comme les vieux chars dont il nous parle à chaque semaine. Des fois, ça a besoin d'un peu d'entretien. Ouais. Salutations à Hugues. On va recevoir en deuxième partie d'émission Marie-Pierre Poulain, qui est directrice marketing pour les écoles de conduite technique. On va parler de Semaine de la bonne conduite. Ouais. C'était la semaine passée, mais il n'est jamais trop tard pour en parler. Il y a beaucoup d'actu cette semaine. Et première chose, c'est qu'on a officiellement dévoilé la Chevrolet Bolt. Un de nos collègues est allé mettre la voiture à l'essai, la découvrir. C'est pas une révolution, là. On s'attendait à une voiture plus nouvelle que ça. Ben, écoute, essentiellement, c'est la Bolt qu'on connaissait, qu'on a un peu revampée. Oui, c'est ça. On ne l'appelle plus la Bolt EV. Hein. C'est la Chevrolet Bolt tout court. Ça ressemble à une EUV. C'est une EUV. C'est ça, exactement. Ouais. Mais du côté du look, on nous disait qu'il allait avoir beaucoup plus de changements. Ouais. C'est pratiquement la même affaire, les dimensions, les mêmes formats, etc. Ouais. La technologie change. On a pris le moteur à l'avant du Equinox EV qui développe là, 210 chevaux, 410 km d'autonomie. Fait que c'est similaire au modèle sortant qu'on avait pu. 65 kWh pour la batterie avec le port batterie LFP. Alors ça, c'est la différence. Phosphate, exactement. C'est ça. Ouais. Alors ça va faire une différence au niveau de la fiabilité parce qu'on sait qu'on a eu beaucoup de problèmes avec la précédente batterie de la Bolt. Et là, on a une technologie qui est équivalente à celle qu'on retrouve dans une Model 3. Donc, c'est pas la plateforme Ultium. Et c'est ça qui est drôle. Elle n'existe plus, la plateforme Ultium en tant que telle. Le nom Ultium, mais on l'a enlevé. C'est juste que la plateforme, elle a une désignation, mais le nom Ultium, General Motors s'en est débarrassé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la même base qu'on utilisait pour les autres véhicules GM, comme le Blazer, comme l'Equinox. Oui, on a un moteur, qui est emprunté à ça, mais la voiture est quand même très différente sur le plan technique. Et j'ai très, très hâte de voir quel va être le rendement de cette auto-là, moi qui connais bien la Bolt. Et c'est une auto aussi qui a connu beaucoup, beaucoup de succès chez nous. On n'a pas encore de détails officiels sur son prix. J'ai des prix ici, 43 470 $ avec tous les frais inclus. Ça, c'est le prix canadien. C'est le prix canadien. OK, bon. Alors, excusez mon ignorance. Je pensais qu'on ne les avait pas dévoilés. Oui, on les a dévoilés. Mais donc, 43 000, on n'est pas énormément moins cher qu'un Equinox. Parce que l'Equinox, en ce moment, ça débute à 49, mais il y a des 6, 7, 8 000 de rabais de Chevrolet dessus. Donc, comment on va la positionner? Comment on va jouer avec tout ça? Très, très hâte de voir. Ouais. Grosso modo, c'est le prix que coûtait une Bolt de base en 2023, pas EUV. Une Bolt de base en 2023. Ouais, ça ressemble beaucoup. 41 900, on vise le même type de clientèle avec cette Bolt renouvelée. Mais ce produit-là, qui arrive à une certaine maturité, c'était une drôle de stratégie en plus d'enlever un véhicule sur le marché et de le ramener sans... Je dis pas qu'il n'y a pas de changement d'importance, mais c'est pas comme si c'était un véhicule neuf qu'on lançait. Non, écoute, je regardais le volume de chargement, 452 litres pour l'ancien modèle, 468 litres pour le nouveau modèle. Donc, on n'a vraiment pas changé grand-chose en termes de format. C'est le même véhicule. En fait, ça me rappelle un peu l'exercice qu'on avait fait avec la Cadillac ATS. On l'avait retiré du marché pendant un certain temps. On l'a ramené pratiquement 2 ans plus tard et on l'a renommé ensuite CT4. Mais ça reste la même voiture qui a évolué au fil du temps. Alors, la Bolt, c'est un peu le même principe. C'est à la demande de Marie Barra que la voiture revient sur le marché. Est-ce qu'on a une date de commercialisation? Je n'ai pas de date encore. C'est un modèle 2027. Fait que j'imagine qu'on va voir ça là, au milieu de 2026 pour ce véhicule-là. Peut-être avant, on ne le sait pas, parce que maintenant, les véhicules sont lancés un peu n'importe quand au cours de l'année. J'espère avant. Je n'ai pas de date, mais c'est ça. On va avoir plus de nouvelles là-dessus. Mais là, c'est officiel.
la Bolt fait un retour pour l'année 2027, viendra rivaliser avec beaucoup de nouveautés dans le même segment. La Leaf, la Kia EV3, le Subaru Uncharted. Et le Toyota CHR notamment. Y a-tu d'autres joueurs là-dedans qui vont arriver prochainement? Là, je pense que t'as pas mal fait. Kia, Hyundai. Ça ressemble à ça pas mal. Pour le moment, évidemment, la Leaf, d'ici quelques semaines, on pourra la conduire parce qu'elle arrive chez nous au Québec. C'est un produit pour lequel on a beaucoup d'attentes aussi ici. Et ce qu'on a appris cette semaine aussi, c'est que Tesla se réajuste aux États-Unis pour offrir des modèles moins chers, mais auxquels on n'aura pas droit parce qu'ils sont de fabrication américaine. Ben oui, on s'attendait à avoir les Tesla abordables. Écoute, c'était un gros mot parce qu'on voulait avoir des modèles qui sont complètement différents. En gros, on prend un modèle 3, un modèle Y, on a changé un peu la signature lumineuse en avant, on donne des roues un petit peu plus petites en diamètre. À l'intérieur, on enlève l'écran en arrière pour les passagers. Le toit vitré va être bloqué par un morceau de tissu. Ça, c'est ridicule. Parce que tu enlèves le morceau de tissu puis il est encore vitré. Ben oui, exactement. C'est juste parce que sur la ligne d'assemblage, c'est beaucoup plus simple de faire ça que de changer l'architecture de ce toit-là. Donc, on le garde comme ça. On a une batterie un peu plus petite, je pense 69,5 kWh comparativement, là, par exemple. Là, je parle en américain parce que, comme tu dis, on ne les a pas ici. Donc, la vitesse de charge est réduite à 225 kW. 225 à la place de 250, ce qui est quand même très rapide, mais encore là... C'est juste la reprogrammation. Écoute, c'est des ordinateurs sur roues, hein. Fait que tu enlèves des fonctionnalités qui sont déjà là, qui vont tout installer dans le véhicule, puis ben pour être capable de le vendre moins cher. Aux États-Unis, on parle pour le modèle 3 de 5 500 $ de moins comparativement au modèle Long Range Premium qu'on appelle là-bas, et puis 5 000 $ de moins pour le modèle Y américain. Là. Donc, qu'est-ce qui représente un peu la diminution de prix pour ces modèles-là qu'on appelle standard. Là. Encore une fois, évidemment, ce n'est pas des véhicules qui vont se retrouver chez nous. On sait que le modèle Y qui nous est destiné désormais est fabriqué du côté de l'Europe. Alors, la gestion de l'inventaire... La gestion d'inventaire n'est pas la même. Semble-t-il qu'on peut patienter des fois quelques semaines là, pour avoir un modèle Y aujourd'hui parce que ça arrive en lot. Ça ne rentre pas de façon continue comme quand c'était des véhicules fabriqués aux États-Unis. Évidemment. Là, ça arrive en lot et des fois, ça fait en sorte qu'on patiente un peu. Le modèle Y commence à reprendre du poil de la bête. Évidemment, les frasques d'Elon Musk ont fait très, très mal à l'image de marque et le fait qu'on ait des prix plus élevés que la moyenne et qu'on ne se soit pas ajusté, ça a aussi fait mal. Mais là, on a rabaissé le prix un peu du Y qui est 4 roues motrices, c'est bon, qui se défend quand même bien. Donc, on pourrait peut-être assister à une hausse des ventes du modèle Y qui est un peu la vedette en ce moment chez Tesla. Mais entre toi et moi, là, ça prendrait quelque chose de nouveau chez Tesla, de vraiment nouveau. Là. Parce que c'est ça la plus grosse faiblesse aussi. Il y en a plusieurs, mais ça fait parmi des faiblesses chez Tesla. On a dépendu de cette image-là, de ces véhicules-là qui n'ont pas changé pendant tellement longtemps. La grosse nouveauté, c'était le Cybertruck, puis ça n'a pas fonctionné. Donc, il faut retourner aux tables à dessin. Puis comme tu le sais, retourner aux tables à dessin, ça coûte cher. Puis eux autres, chez Tesla, se sont dit, tant qu'on en vend, tant que ça continue à fonctionner, on ne va pas redessiner. Là, je pense qu'on est dû que GM s'est dit aussi avec les Savannah et les Chevrolet Express. Et force est d'admettre qu'ils ont eu raison, car 30 ans plus tard, ils en vendent encore. Oui, c'est ça. Mais disons que le marché n'est pas le même. Il y a des gens chez Tesla qui veulent une technologie et c'est clairement pas l'objectif de l'acheteur d'un Chevrolet Express. Exact. Subaru Crosstrek, moteur de base éliminé. On a le prix aussi de la version hybride. Aïe! 43 263 $. Même stratégie que le Forester, mais dans la Crosstrek. Et une seule version. Oui, exactement. Puis, tu sais, quand on regarde par comparatif, 1 500 $ à 4 300 $ de plus cher que le Corolla Cross hybride. Là, fait que c'est vraiment... c'est cher. C'est cher pour cette technologie-là, en plus, qui n'est pas plus frugale, qui n'est pas tant non, ça va consommer quand même un peu plus qu'une Corolla Cross, ouais. Mais est-ce qu'on va pouvoir l'avoir plus rapidement? Parce qu'une Corolla Cross, en ce moment, le gag, c'est que si vous commandez un modèle 2026 aujourd'hui, il se pourrait que vous l'ayez en 2027, et en 2027, il y a fort à parier pour qu'on ait redessiné le modèle. Ouais.
En tout cas, ça sera le cas pour la Corolla régulière, ça on le sait. Le Corolla Cross, on verra. Mais c'est vous dire à quel point l'attente est longue chez Toyota pour certains modèles hybrides. Problème qu'on va régler probablement avec le nouveau RAV4. On peut peut-être passer à ça directement parce que le nouveau RAV4, je ne peux pas encore vous en parler. Il y a un embargo de publication sur les impressions de conduite au 22 octobre. Alors, on vous en parlera dans une prochaine émission. Mais on sait désormais que le RAV4, qui est de fabrication canadienne, verra aussi sa batterie assemblée au Canada. Ce qui veut dire que ça va faciliter l'accès au nombre de batteries et on n'a pas le choix parce que tous les RAV4 vont être hybrides désormais. Et évidemment, Toyota n'a pas l'intention de voir ses chiffres baisser au niveau des ventes. Mais ça va être un défi colossal parce que, tu vois, en 2024, 52 des RAV4 qui ont été vendus chez nous étaient des RAV4 à essence traditionnelle. 48 étaient des hybrides ou des hybrides rechargeables. Là, on va passer à 100 Alors, il y a un changement de mentalité à aller chercher auprès d'une partie de la clientèle, mais il y a aussi un travail de disponibilité qu'il va falloir faire pour réussir à convaincre tous ces acheteurs-là et à livrer dans un temps raisonnable. Et ce qu'on a dit aussi chez Toyota, c'est que le nouveau RAV4 26, il y aura une version PHEV qui, elle, va être fabriquée au Japon et ça devrait compter pour à peu près 20 des ventes. J'ai beaucoup de misère à y croire. Ça va dépendre comment ils sont livrés, comment on va les amener ici. Je veux dire, ils peuvent les vendre, mais il faut qu'ils soient capables de les livrer pour que ça se répercute sur les papiers. Il y a cet élément-là. Il faut être capable d'avoir la disponibilité de ces véhicules-là. Il faut que financièrement parlant, ça tienne la route. Ça tienne la route aussi, Mais les gens vont faire leurs mathématiques. Et un hybride rechargeable qui a 80 km d'autonomie électrique et qui consomme ensuite la même chose qu'un hybride régulier, quand tu calcules ton coût d'achat supplémentaire versus ce que tu as économisé en énergie au bout de l'année, tu vas te rendre compte que finalement, un hybride rechargeable sur le plan financier, ça vaut pas la peine, surtout quand tu n'as pas de subvention. Parce que là, il faut s'attendre à une facture supplémentaire. Disons, équipement pour équipement, il faut s'attendre à une facture supplémentaire d'au moins 10 000 J'ai l'impression que le calcul dépend aussi, cette perte-là ou ce gain-là dépend de qu'est-ce qu'on fait avec le véhicule. Si, par exemple, un client va l'acheter et va dire, moi, je sors pas de la couronne de Montréal pendant 2 mois, je roule seulement sur l'électrique, puis une fois de temps en temps, je m'en vais en Gaspésie, une fois de temps en temps, je m'en vais au Saguenay. Ces chiffres à lui de revenus vont être complètement différents de quelqu'un qui a toujours qui a toujours besoin du moteur thermique. OK, mais si on fait une mise en situation, disons, parce que le nouveau RAV4 là, annonce des chiffres de consommation qui varient en moyenne de 5,4 à 6 litres au 100. Et moi, je peux vous dire d'emblée qu'avec une version LE de base, après avoir roulé 200 quelques kilomètres à son volant, dont majoritairement sur l'autoroute, tu l'as essayé. 5 litres au 100 pile. OK? À 5 litres au 100, à 1,50 le litre, là, ça veut dire 75 d'essence du 1000 km. OK? Ça veut dire 750 du 10 000, ça veut dire 1500 du 20 000. Si tu fais 20 000 km par année, ça te coûte 1500 d'essence. Alors, fais ça fois 10, ça fait que tu as mis 15 000 d'essence en 10 ans. Mais ton coût d'achat supplémentaire pour accéder au PHEV, en partant, va être d'au moins 10 000 Au moins 10 000 Donc, pour rentabiliser ton achat, il va falloir que tu roules pas à peu près. Bon, évidemment... En électrique. Et puis, je veux dire, l'électrique, c'est pas gratuit. Non, c'est ça. L'électrique, c'est pas gratuit. Mais quelques dollars à la maison, mettons. Oui, puis ton PHEV, tu vas quand même utiliser de l'essence aussi. Fait qu'il faut que tu fasses tes maths. Puis, il n'y a pas beaucoup d'équations où le PHEV va être rentable, honnêtement. Avec ces prix-là et pas de subvention, c'est tough. C'est ça. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui vont réfléchir, prendre un pas de recul et regarder l'hybride régulier, même si, dans les faits, l'hybride rechargeable a ses avantages. A aussi cet avantage d'avoir 320 chevaux plutôt que 239. Là, ça, c'est une autre histoire. Un autre argument. Et aujourd'hui, la majorité des RAV4 vont avoir une capacité de remorquage à 3500 livres. Donc, il n'y a pas... J'ai vraiment l'impression que l'hybride, ça va être la grosse vedette, puis que le PHEV va s'adresser à une clientèle
un petit peu plus pointu. Le 20 % qu'on annonce est, je pense, ambitieux pour Toyota Canada. Après ça, évidemment, Toyota met beaucoup d'emphase sur ce véhicule-là parce que c'est un véhicule fabriqué au Canada. Imagine, on en sort un au bout de la ligne à chaque 54 secondes. Puis on fabrique au-dessus de 1000 véhicules par jour. Ouais. Alors, c'est quand même du stock. Ouais. Mais ça, c'est une usine. Parce qu'il y en a 2 en Ontario. Alors, tu sais, c'est des véhicules qui sont super importants pour Toyota. C'est le véhicule de promenade le plus vendu au Canada depuis quelques années. Puis une grande proportion aussi est exportée aux États-Unis. Oui, une grande proportion est exportée aux États-Unis. Mais là, on va exporter un peu ailleurs aussi. On va jouer beaucoup avec ça. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on ne dévoile pas encore les prix. C'est qu'on attend de voir ce qui va se passer. Et on va probablement dévoiler les prix juste avant sa commercialisation, parce que si un règlement change, on ne veut pas refaire le tableau de calcul, j'imagine, c'est logique, là. Ouais. Mais attendez-vous à ce qu'un RAV4 d'entrée de gamme, LE hybride de base, soit juste sous la barre des 40 000, puis après ça va partir en vrille. L'affaire qui est cool, c'est que durant l'événement, et vous pourrez aller voir sur le site web du Guide de l'auto, j'ai aussi pu mettre à l'essai le premier RAV4. Le RAV4 97 que Toyota avait amené là-bas. Mais un RAV4, 2 portes à roue motrice avant. Tu sais, ça a tellement rien à voir avec le RAV4 qu'on connaît aujourd'hui, là. C'est tout petit, c'est minuscule, ça tourne sur un 10 sous, c'est zéro confortable c'est zéro confortable, zéro insonorisé. C'est houleux en plus conduire ça. Puis c'est drôle parce que je lisais la fiche technique de ce véhicule-là, puis on se vantait d'un équipement complet tel à AM, FM, cassette, dégivreur de lunettes arrière, des trucs de même. Là, Le truc, moi, qui m'a fasciné sur ce véhicule-là, c'est les 2 toits ouvrants en tôle. Un en avant, un en arrière. Ce qui veut dire qu'en retirant les 2 toits ouvrants, tu peux littéralement rouler à ciel ouvert sans que ce soit indécapotable à proprement parler. C'est un camion qui était un peu particulier aussi, avec un battant ouvrant à l'arrière, mais du mauvais bord, parce que c'est un véhicule de conception japonaise. Mais c'était cute, c'était original, c'était innovateur. On lançait ça à une époque où il y avait pratiquement pas de compétition. Il y avait le Suzuki Sidekick puis le CR-V qui arrivait en même temps. Mais au tournant des années 2000, ben là, tu as les Ford Escape qui sont arrivés, puis bon, etc. Après ça, mais jamais à cette époque-là, Toyota aurait pu imaginer que le RAV4 serait un jour, et de loin, le véhicule le plus vendu de la gamme. Ça, c'est sûr, sûr. Enfin, bref. Fait que, un peu plus de détails à venir au cours des prochaines semaines quand on pourra tout publier sur le RAV4 2026, mais c'est un véhicule qui promet. Nissan, on va en parler sommairement. Association avec Lithium pour le recyclage des batteries. J'aime ça quand on fait des beaux communiqués comme ça, parce que la vérité, c'est qu'en ce moment, il y a des batteries qui pourrissent dans les cours des centres de recyclage. Il y a beaucoup de véhicules accidentés, par exemple, avec des batteries de véhicules électriques qui ne sont pas adéquatement recyclées. Il faudra reposer la question à Lithium qu'on avait déjà reçue à l'émission. Parce que ce que j'entends beaucoup dans le marché en ce moment, c'est que se défaire des batteries, ça coûte trop cher. Alors, comment est-ce que c'est géré, le recyclage des batteries du côté de chez Lithium ou des autres entreprises qui le font? Bonne question, parce qu'il y en a qui trouvent ça tellement cher qu'ils préfèrent les faire moisir dans les fonds de cours. Puis ça, c'est pas drôle. Mais là, il y a une association entre Nissan et Lithium. On sait qu'il y en a une avec Chevrolet, il y en a une avec Hyundai. Bon. On est capable de récupérer, qu'est-ce qu'on disait avec le propriétaire de l'entreprise Lithium, récupérer, je pense, jusqu'à 95 % de la matière noire, là, le black matter qui est dans la batterie, pour être capable de réutiliser ces matériaux-là. Là, il faut prendre en compte qu'une batterie neuve coûte beaucoup moins cher maintenant en 2025-2026 que ça coûtait il y a 3 ans de ça. Entre 2023 et 2025, je pense que ça a baissé de 20 %. On s'attend à ce qu'en 2023-2026, ça a baissé de 60 % et ça va continuer comme ça. Donc, c'est un peu le même principe. C'est comment que ça va coûter recycler versus acheter du neuf. Il va falloir garder un œil là-dessus pour voir où est-ce que ces technologies-là s'en vont. Le Guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage.
ni accrochage. Tel que mentionné en début d'émission, on vous parle aujourd'hui de cours de conduite, ce qui est plus nécessaire que jamais considérant la quantité de voitures qu'on a sur nos routes et la quantité de gens qui ne sont pas nécessairement à l'aise derrière un volant. Vous l'avez tous constaté. On est en compagnie de Marie-Pierre Poulain, qui est directrice principale vente et marketing aux écoles techniques. Le nom technique, c'est connu au Québec depuis longtemps. J'ai même fait mes cours moi-même à l'école technique et ça veut dire que moi, j'ai évolué, mais eux autres aussi, parce qu'à l'époque, c'était pas la même chose. Marie-Pierre, bienvenue parmi nous. Merci de m'accueillir. T'as-tu fait tes cours chez Technique, toi aussi? Non, je pense que c'était une autre école de conduite, mais je me rappelle pas du nom, ça fait trop longtemps. Okay. T'as-tu fait tes cours de conduite? Oui. Es-tu sûr? Je suis à 100%. Okay. Il avait l'air confus, là, on n'était pas certain. Bon, vous êtes ici, Marie-Pierre, dans le cadre de la semaine de la bonne conduite que Technique a inaugurée l'année passée. C'est une ligne marketing, là, on va se le dire. Mais en quoi ça consiste? Ça consiste, dans le fond, pour cette année, la deuxième édition, c'était vraiment au niveau de la maîtrise des émotions. À quel point ça peut sauver des vies. À quelque part. Puis avec le bilan routier qui sort année après année, qui est en augmentation au niveau des décès, on note une augmentation au niveau de la rage au volant. Bien entendu, ça allait de soi cette année que c'était notre thématique. OK. L'augmentation des décès sur les routes, en fait, on a vu longtemps une diminution parce que la sécurité, la qualité des voitures en termes de solidité de sécurité s'est beaucoup améliorée. Parce que frapper, évidemment, avec un Chevrolet Tahoe et une Renault 5, pas la même chose. Tes chances de survie sont un peu plus élevées dans le deuxième véhicule. Mais il y a le fait qu'il y a énormément plus de véhicules sur nos routes et on a l'impression que les gens sont plus imprudents que jamais. Tout le monde envoie des voitures qui oscillent entre les véhicules, qui font des manœuvres littéralement dangereuses. On l'a vu malheureusement récemment avec des poids lourds dans quantité trop élevée. C'est de la distraction, c'est de l'inattention, c'est de la rage. Comment est-ce qu'on gère tout ça? Bien, justement, c'est de prendre un moment pour être disposé à conduire quand on est derrière le volant. Tu sais, c'est ce moment-là qu'on n'est pas supposé être en train de faire, finalement, de prendre des appels ou être en réunion, ou on est supposé vraiment être 100% dédié à la conduite et on le sait tous que c'est pas ce qui est fait en ce moment. Ouais. Les gens sont distraits par la circulation qui est dense, sont distraits par le fait que, bien évidemment, il y a des travaux sur la route, la grève des transports en commun, l'impact de, finalement, l'affluence sur les routes. Donc, ça fait en sorte qu'il y a plus de stress, il y a moins de, de concentration sur les routes. Puis, c'est ce qui amène les accidents. Les gens ne sont pas disposés à conduire concrètement à 100%. Bon, évidemment, on le sait, là, il y a le cellulaire. Là, ça, c'est le fléau, on le sait. Mais le niveau de stress des automobilistes, il a augmenté. Est-ce que vous avez des données précises là-dessus et est-ce que vous avez des trucs pour peut-être le diminuer ou justement se mettre dans un état d'esprit pour qu'on soit plus concentré sur la route? En fait, les données, je vais laisser la SAAC répondre plus à cette portion-là parce que concrètement, dans le bilan routier, il y en sorte des données par rapport à la conduite en tant que telle, comment faire pour se concentrer. D'abord, d'être dans un état d'esprit qui le permet d'être concentré aussi. Si on est témoin, par exemple, d'un élément de rage au volant, bien, il ne faut pas embarquer non plus là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut être en mesure de pouvoir faire la part des choses puis prendre un pas de recul quand on conduit. Ouais. Pas cas de figure, mais donc plus dans l'état qu'on doit d'abord, si c'est la musique, de ne pas mettre de la musique qui est trop stressante au volant, de réduire finalement le son de la musique également quand on conduit, le téléphone, évidemment, éviter, mais on le sait, on circule beaucoup sur les routes, je fais beaucoup de kilomètres dans une année. On le voit constamment, le téléphone cellulaire au volant, que ce soit camion lourd, eux, ils ont une vision encore plus claire de la personne directement sur la route quand ils sont au volant. Donc, c'est ça. Il faut que je vous raconte cette histoire-là parce qu'en m'en venant ici, il y avait un accident sur l'autoroute 40 et il y a une remorqueuse avec ses gyrophares qui
s'en allait vers le lieu de l'accident et qui, évidemment, valsait entre les véhicules en laissant aller ses gyrophares puis son klaxon. Et le gars était sur son volant comme ça, avec le cellulaire. Ça, c'est le gars de towing qui allait... Mais tu sais, il conduisait les deux bras à côté sur le volant avec le cellulaire, probablement pour essayer de tenter de localiser où était le véhicule qu'il allait chercher. Je le regardais aller, j'ai dit, c'est sûr, de la façon qu'il s'en allait, il allait causer un accident avant de se rendre sur les lieux de l'accident sur lequel il avait été appelé. On voit ça. Mais aujourd'hui, c'est plus juste le téléphone cellulaire. Non. Un Cadillac Escalade a 84 pouces d'écran dans sa planche de bord. Fait que le niveau de distraction, il est partout dans un véhicule aujourd'hui. Il y a non seulement ça, la question aussi que je voulais poser, c'est avec toutes les aides à la conduite dans le véhicule, on parle de se mettre en condition pour conduire, dans un état pour conduire. Est-ce que vous pensez que les gens, avec tous ces aides-là, deviennent de plus en plus dépendants et pensent de moins en moins à se mettre en condition parce qu'ils dépendent de ces aides à la conduite-là? Je parle des aides au louvoiement, par exemple, de voies, les arrêts d'urgence, les caméras, etc., qui avertissent constamment les conducteurs. J'ai l'impression que des fois, quand on est dans un véhicule tellement moderne avec toutes ces technologies-là, on a plus tendance à regarder notre cellulaire parce qu'on se dit, la voiture va m'avertir si quelque chose qui ne marche pas. Exact. C'est exactement ce qu'on enseigne durant les cours de conduite, finalement, parce que nos véhicules aussi, on a une flotte automobile qui est quand même assez récente. Donc, les technologies, on n'est pas à l'abri de ça. Donc, on parle des caméras de recul. Juste pour l'examen de conduite, on ne peut pas prendre la caméra de recul. Il faut absolument faire le mouvement de marche arrière pour être en mesure de pouvoir bien se stationner. Donc, toutes ces éléments de technologie-là, on les enseigne pendant la conduite, mais évidemment... Ça veut dire, je m'excuse, ça veut dire qu'ils n'auront pas de Polestar 4 comme véhicule à l'école de conduite. Avec pas de lunettes à l'arrière. Parce qu'il n'y a pas de rétroviseur et il n'y a pas de lunettes arrière. C'est une caméra de recul obligatoire. Et ils n'ont pas de vieille Nissan Sentra manuelle, pas de deuxième vitesse, comme la voiture sur laquelle que j'ai appris. Ah bon, mais c'est pas un type de véhicule qu'on a non plus. C'est pas pire, au moins il se souvient de l'auto sur laquelle il me rappelle du char, il pas de l'école. OK, parfait. C'est peut-être bon signe. On va l'avoir à l'usure. Ouais, bon, mais effectivement, toutes ces technologies-là, faut que vous vous mettiez à la page. C'est le plus gros défi en ce qui me concerne parce que des technologies, il en sort à toutes les semaines sur les nouveaux véhicules. Et nous, c'est notre champ d'expertise d'étudier ça, d'analyser ça, de voir quelles technologies sont efficaces, quelles technologies le sont moins. Vous devez les apprivoiser et apprendre à les utiliser dans un contexte d'une circulation dense et d'un étudiant qui n'a pas d'expérience. Exactement. Mais tu sais, je ne dois pas vous cacher que lorsqu'on va sur l'autoroute avec un élève, on ne va pas utiliser, dans le fond, mon Dieu, j'ai oublié le terme. Conduite autonome. La conduite autonome, exactement. Ce n'est pas des manœuvres. De toute façon, il y a tellement de distractions quand on apprend à conduire qu'on ne peut pas commencer à jouer avec les manœuvres au volant. Là, donc, on va vraiment strictement s'en tenir à la base, puis ensuite de ça, on va le voir durant les cours que, oui, il y a des fonctionnalités, mais c'est pas à utiliser durant le cours de conduite. Tu sais, on parle de rester dans les voies durant la conduite avec sur le volant, là, dans le fond, qu'on peut activer, de rester dans les voies. C'est un peu contre-intuitif à la conduite dans le sens que on donne le droit à l'auto de nous conduire à un endroit, alors que, tu sais, il faut faire quand même les changements de voie, il faut prendre les mesures de précaution pour être en sécurité. Dans un contexte d'enseignement, c'est contre-intuitif. Il faut comprendre comment un véhicule fonctionne aussi. Ben oui. Moi, d'où la raison pour laquelle, tu sais, je prône beaucoup l'apprentissage à la fois sur une voiture sans technologie et sur une voiture avec technologie. Et ce qu'on constate depuis quelques années, si vous me permettez, c'est que il y a deux types de véhicules maintenant sur le marché. Il y a des électriques, il y a des véhicules à essence qui n'ont pas le même rendement, qui n'ont pas la même répartition de poids, qui ne se conduisent pas de la même façon. Et d'apprendre à conduire uniquement sur un des deux types, ben il y a peut-être un manque à gagner de ce côté-là. Là. Exact. On a une flotte automobile qui est électrique, justement, puis on permet aux élèves de pouvoir alterner, de voir c'est quoi le type de conduite entre le véhicule, dans le fond, je veux dire manuel, mais ça n'a pas de lien, mais le véhicule qui est électrique puis le véhicule à essence. Mais je ne vous cacherai pas qu'en ce moment, la tendance sur le marché n'est pas tant vers le véhicule électrique dans notre créneau d'élèves. Donc, l'accessibilité à la voiture électrique est un peu plus
difficile pour un jeune qui commence à conduire puis qui va finalement s'acheter une voiture. Exactement. Okay. Donc, la tendance est vraiment plus à... ils vont faire quelques cours sur une voiture électrique aux endroits où on en a, mais autrement, on a encore les véhicules à essence qui sont quand même très populaires, là. On serait peut-être... on pourrait penser que les étudiants qui se présentent à leur cours pour la première fois à l'âge de 16-17 ans ont un petit peu plus de notions parce qu'ils ont accès à plus d'informations sur Internet, sur YouTube. Il y a des tutoriels partout. Est-ce que c'est ce que vous constatez? Moi, je me souviens de l'époque. Moi, j'étais de l'époque de VideoWay où on pouvait... là, on recule loin derrière, mais c'était bien avant d'avoir le câble numérique, tout ça, là. Bon. Mais sur VideoWay, il y avait des cours de conduite qu'on pouvait étudier avant d'aller les faire. On trouve toutes sortes d'informations aujourd'hui en ligne. Est-ce que vous avez l'impression que les gens arrivent mieux préparés ou pas du tout? Bien, oui et non. Dans le sens que notre clientèle, on l'a remarqué au niveau de l'âge à laquelle ils prennent les cours de conduite. Donc, c'est sûr qu'on n'est plus vraiment dans la braquette de 16-19. On va chercher un peu plus large, c'est-à-dire que la plupart des jeunes vont commencer leur cours à peu près vers l'âge de 17 ans et vont le terminer quand ils vont être plus au cégep. Donc, déjà là, à la base, au niveau des connaissances de conduite, ils ont eu un an de plus d'expérience à voir leurs parents conduire. On va dire ça de base. Puis, la demande de simulateurs de conduite est en augmentation. C'est-à-dire que les sources d'anxiété, on va parler des troubles d'apprentissage à l'école, l'anticipation justement aux facteurs de stress, etc. Ça se reflète chez vous aussi? Ben oui, ça se reflète dans toutes les sphères de la pédagogie au final. Puis ça, c'est quelque chose vers quoi on veut aller sur le marché des simulateurs de conduite. Donc, on a commencé un prototype avec une lunette finalement de Apple. Donc, on essaie de voir, il y a un logiciel qui existe pour la simulation de conduite. Donc, c'est juste qu'il n'est pas encore adapté totalement au Québec. Donc, c'est à nous, après ça, voir quelle sorte de technologie on veut apporter sur le marché pour essayer de simuler la neige, essayer de simuler le dérapage des véhicules. Donc, on a toute cette core-là, finalement, à développer là, au niveau pour les apprenants, là. Parce que, évidemment, c'est aussi ce qu'on se pose comme question. Est-ce que les étudiants sont appelés à conduire dans toutes les conditions et avec des outils qui sont adéquats? Moi, je me souviens que j'ai fait tous mes cours de conduite en l'espace de 3 mois. Mais je les ai faits en hiver. Bon, le hasard a fait que je les avais faits en hiver. Est-ce que j'aurais aussi bien pu les faire en été? Là, évidemment, avec la période qui est prolongée à pratiquement 1 an, je pense. Oui, exactement. Là, à ce moment-là, tu n'as pas le choix de conduire toute l'année durant et donc de te composer. Mais est-ce qu'il y a des cours qui sont spécifiques à une température extérieure ou des conditions climatiques diverses? En fait, le but du programme d'éducation à la sécurité routière de la SAAC, c'est vraiment de pouvoir faire le cours sur 1 an, donc les 4 saisons. Le programme en soi, quand on planifie avec l'élève, tout le monde veut aller plus vite que le cursus normal de la SAAC. Donc, évidemment, ce qu'on va tenter de faire, c'est d'étirer le plus possible les cours à raison d'avoir 1 cours ou 2 par mois selon aussi les disponibilités de la clientèle. Fait que c'est sûr que ce qu'on favorise, c'est d'avoir des cours durant les tempêtes de neige, oui. Puis c'est pour ça qu'on cancelle rarement ces rendez-vous-là durant les tempêtes de neige parce qu'on doit s'adapter. Puis c'est ça la réalité. J'imagine que votre campagne de sensibilisation aussi, elle se déroule en ce moment parce qu'on est à la veille de la saison hivernale qui amène tout son lot de problèmes, non seulement sur les routes, les chantiers, tout ça, mais aussi pour le stress des gens là, en général et le comportement au volant. Exactement. Bien, en fait, d'abord, quand on a pensé à ce concept-là de la semaine de la bonne conduite, on s'est dit à quel moment on peut faire un point d'arrêt dans le calendrier pour aller chercher le plus de monde à sensibiliser puis que ça résonne finalement dans la tête des gens. On s'était posé la question, est-ce qu'on le fait au début de l'année scolaire avec les brigadiers, avec finalement la rentrée, avec les jeunes qui marchent pour aller à l'école, etc. Puis finalement, on s'est dit, il y a quand même déjà pas mal de sensibilisation qui est faite là. Puis par la suite, on est arrivé à la fin septembre. Il va y avoir l'Halloween aussi. Les enfants sur la route. Là, on est pressé à aller... déguiser nos enfants, là, il se passe des accidents. Donc, c'est vraiment plus d'en prendre le temps de dire quelle semaine serait la bonne. 365 jours est
est la bonne journée finalement. Ouais. Fait que, on a mis ça à la fin septembre, début octobre, entre les deux. Donc. Je trouve ça intéressant que vous ameniez cette question de, évidemment, le piéton versus l'automobiliste dans le cadre de l'Halloween, mais on le voit que c'est un élément de plus en plus critique à l'année longue, avec les cyclistes aussi. Particulièrement dans la ville de Montréal, où les cyclistes sont de plus en plus nombreux et beaucoup d'entre eux sont, disons, imprudents ou très audacieux, comme des automobilistes. On peut pas mettre le doigt sur un fautif, là. C'est un melting pot de tout ça. Mais est-ce qu'il y a un apprentissage aussi qui est fait pour ce partage de la route qui est de plus en plus inévitable? Exact. Puis on a oublié les trottinettes aussi. Oui. Donc... les vélos électriques. Les vélos électriques. À la base, ouais. on a, dans le fond, les vélos électriques, il y a un âge limite pour pouvoir faire du vélo électrique. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est 14 ans. Puis la personne doit faire un cours de scooter pour conduire un vélo électrique. On en voit des jeunes qui conduisent des vélos électriques qui vont conduire une trottinette, mais la sécurité routière part de là, de l'éducation, de le port du casque, comment tu te comportes sur le réseau routier en tant que cycliste. Tu partages la route, mais tu dois toujours penser à fais-le ton stop, fais ton arrêt complet avant de repartir. Puis c'est souvent ça qu'on va reprocher quand il y a un accident de la route en lien avec un cycliste, c'est bien, est-ce que, oui, le conducteur, il est peut-être fautif parce qu'il ne l'a pas vu, mais en même temps, le cycliste, il a besoin d'avoir une certaine discipline puis de respecter aussi le code de la route. Mais évidemment, on le voit plus ça sur l'île de Montréal. Parce qu'évidemment, tu vas avoir un piéton avec des écouteurs sur les oreilles qui s'en va, qui gambade, qui ne regarde pas. L'automobiliste le frappe ou le camionneur ou peu importe. Puis là, il peut y avoir des décès, oui. Puis à ce moment-là, c'est l'automobiliste qui est visé. Exact. Mais bon, il y a de l'apprentissage à faire des deux côtés. Là. Oui. Ça ne pardonne pas. Puis, on parle de l'auto, mais il y a aussi la moto. Là-dedans, le comportement. À partir du moment où on conduit une moto, j'embarque sur la moto la première fois, je m'en vais sur la route, ta vision de conduire est complètement différente. Parce que après ça, tu te dis... Vous avez la perception du paysage sur lequel on est, puis de la notion de vulnérabilité n'est pas la même. Tout à fait. Puis après ça, c'est là que tu vas dire, d'abord, maintenant, depuis que je conduis une moto, je vais prendre davantage mes distances avec les autres. Ouais. Je vais voir, c'est ma sécurité, puis j'ai beaucoup moins de protection que si j'avais des coussins gonflables alentour de moi. Là. Donc, c'est vraiment d'avoir cette perspective-là, de dire, de prendre ce pas de recul-là, puis quand tu conduis, prends tes distances, puis peut-être que juste en faisant ça, ça va limiter le nombre d'accidents aussi. On avait reçu il y a très longtemps, ici à l'émission, Jean-François Dionne, qui est le porte-parole des signaleurs routiers. Beaucoup de décès, d'accidents avec des signaleurs routiers. Il y en a beaucoup trop au Québec. Oui. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de la sensibilisation? Parce que on s'en sortira pas, là. Même si Valérie Plante s'en va, des chantiers, il va y en avoir encore et pour longtemps, et pas juste à Montréal. Ça devient de plus en plus... ça fait partie du paysage, puis il faut redoubler de prudence. C'est pas un photoradar qui va faire le travail. Là. Non, exact. Puis c'est drôle parce que on parlait justement avec une collègue de travail, c'est aussi le contexte culturel là-dedans. Dans le sens que quand on voyage en Europe, c'est normal qu'une voiture est laissée sur le côté de la route, puis la personne sort, va chercher un café et revient dans sa voiture, puis il n'y en a pas de frustration, tu sais. Nous, ici, c'est la personne se met sur les hasards dans la rue, il y a une personne qui va passer à côté, est distraite, va foncer dans la voiture, va envoyer promener la personne, tu sais, c'est très culturel aussi, on est tous pressés, il faut toujours que tout soit fait pour demain aussi, donc c'est là où on voit que peu importe les chantiers routiers, peu importe le lieu où on est dans le Québec, bien, ce stress-là, c'est nous qui nous le mettons, puis il faut prendre ce temps d'arrêt-là. Est-ce qu'on est trop nombriliste comme automobiliste? Mais je pense on se pense trop sécuritaire dans nos voitures. C'est là le sentiment de, OK, je suis protégée. De plus en plus, les voitures, vous le savez, ils mettent de plus en plus d'accent sur la sécurité. Sur elles sont de plus en plus grosses aussi. Les utilitaires sont de plus en plus gros. Là. Il y a de plus en plus de VUS ici, contrairement à quand on va en Europe. Il y a peut-être moins de VUS qu'au Québec, finalement, pour le peu de gens qu'on est ici. Les étapes pour faire un permis de conduire aujourd'hui, là, parce qu'on veut en parler, j'ai un fiston, évidemment, qui commence ses cours en ce moment.
Moi, j'ai été étonné d'apprendre que tous les cours théoriques se faisaient en ligne. Oui. Il n'y a plus de présence physique. Est-ce que vous ne craignez pas que ça, ce soit Bon, peut-être que c'est générationnel, vous allez me dire, mais il n'y a pas d'interaction ou de chaleur humaine, si on peut s'exprimer ainsi, dans un cours de conduite aujourd'hui par rapport à une autre époque. Là. C'est un très bon point parce que c'est un peu ce que le contexte de la pandémie a apporté, finalement, l'accessibilité et le confort du foyer. L'idée, c'est que les cours de conduite, ils ont 12 modules de 2 heures à faire, et 15 heures sur la route. Donc, c'est sûr que le contexte chaleureux dans les cours de conduite, la proximité, en théorie, elle est moins présente. Cependant, il y a des activités qui se font dans le cadre des cours où on est capable d'aller faire des triades ou de faire des discussions sous-groupées dans les cours de théorie pour permettre cet échange-là entre les élèves. Il faut dire que la majorité aussi des cours de théorie, se passent en soirée. Souvent, on demande aux parents d'assister aussi aux cours de théorie, d'être pas trop loin du cours pour entendre aussi ce qui est dit, parce que ce qui est enseigné dans les cours, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez fait il y a longtemps, votre cours, bien, si vous aviez à repasser les cours en ce moment, il y aurait des notions où, mon Dieu, vous n'êtes pas au courant ou vous vous en souvenez plus, tu sais. Je trouve ça intéressant parce qu'on pouvait se poser cette question-là. Est-ce que vous n'avez pas cette impression que si tout le monde devait repasser son cours aujourd'hui, il y aurait soudainement beaucoup moins d'automobilistes sur nos routes? Ça, c'est juste c'est peut-être un méchant bon truc. Finalement, on fait passer une loi. On fait passer une loi avec tous les cours de conduite. Tout le monde est obligé de prendre un cours. Mais à vrai dire, c'est recommandé de prendre des cours de perfectionnement quand ça fait longtemps qu'on n'a pas conduit, mais aussi quand ça fait longtemps qu'on conduit pour éviter de reproduire ces comportements-là. Puis on le sait, un enfant, ça l'apprend en regardant les autres aussi. Fait que le comportement sur le réseau routier, si ton parent est agressif au volant, ton enfant risque d'avoir ce même comportement-là aussi en échange. Fait que c'est sûr que d'un côté, il faut prêcher par l'exemple, on le dit souvent, mais donc c'est sûr qu'on demande aux parents aussi de s'impliquer durant les cours puis de pratiquer à la maison avec l'enfant. Dans le cours, il y a 15 heures sur 4 saisons, on en a parlé tantôt. 15 heures de pratique. Cours pratiques où, quand tu arrives à ton cours, tu es disposé à apprendre la nouvelle matière, finalement. Mais on ne se le cachera pas, la SAAC demande à faire aux élèves 50 heures à la maison en plus du programme de cours. C'est peut-être même pas suffisant. 50 heures de route à pratiquer à la maison, c'est pas tout le monde qui laisse son enfant pratiquer. C'est pas tout le monde qui a accès à une voiture non plus pour pratiquer. Quand on regarde sur l'île de Montréal, c'est pas tout le monde qui a un stationnement pour garer leur voiture. Donc, c'est sûr que d'un côté, d'un point de vue, dans le fond, de cursus de cours, il faut pratiquer, il faut prêcher par l'exemple, puis ensuite de ça, c'est là qu'on va voir que le bilan routier va s'améliorer avec le temps. On en a déjà parlé ici à l'émission, puis on a cette impression que apprendre à conduire aux yeux de la SAC, c'est de plus en plus infantilisant et peut-être de moins en moins éducatif. Et je m'explique en mentionnant que on apprend à lire les panneaux, à respecter le règlement, mais pas nécessairement à sentir un véhicule et à bien composer avec la machine qu'on a entre les mains. On réalise pas qu'on a un véhicule de 4000 livres entre les mains. On réalise pas ce que ça peut avoir comme impact si on a un changement de mouvement de caisse soudain. Ça, est-ce qu'on l'enseigne aujourd'hui ou est-ce qu'on est davantage dans, justement, le cadre, le règlement, puis un peu moins la dynamique? Bien évidemment, dans une situation d'urgence, oui, c'est enseigné dans le cadre des cours, advenant le cas où on perd le contrôle du véhicule. Le véhicule, on fait le louvoiement, peu importe, mais à ce moment-là, oui, on va l'enseigner. C'est sûr qu'on n'est pas dans des circuits fermés, fait que c'est pas la même dynamique, mais il y a des cours qui s'offrent pour du contrôle de dérapage de véhicule avec un véhicule qui est adapté, qui est en dehors du cursus. Donc, que ça, vous offrez? Oui, ça, on offre ce cours-là ça, directement. C'est intéressant. Oui, c'est vraiment intéressant. Donc, ça se passe dans un circuit fermé, justement, puis ça permet à l'étudiant, pendant 30 minutes, de vraiment simuler, est-ce que c'est une voiture qui est 4x4? Est-ce que c'est une voiture traction avant, traction arrière, etc.? Donc, c'est sûr que ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir le pratiquer puis le mettre en application. Puis après ça, on repart avec des bons outils de comment je fais pour croiser les mains sur le volant rapidement, puis développer des bons réflexes. Ne serait-ce que juste avoir une bonne position de conduite. On regarde
regardes, pas juste des jeunes, là, des gens de tous les âges, là, avec une position, tu fais, c'est sûr que s'il arrive un incident, il n'est pas capable de réagir. Non, exactement. Juste, tu sais, quand on se promène sur la route, puis on voit, c'est peut-être vraiment ridicule, là, mais juste l'appui-tête. À quelle hauteur vous devez régler votre appui-tête selon vous? Moi, je ne le sais pas. Dans ma grosse brune, il n'y en a pas. Mais c'est quand même bon, tu sais. mais oui, c'est ça. Tu n'as pas d'assistance à l'appui de tête. Il n'y a absolument rien là-dedans. Mais il y a de l'assistance routière, par exemple. Ça, c'est l'époque où il n'y avait pas de ceinture, mais 4 cendriers. On est complètement ailleurs. C'est ça. Ça a un peu évolué depuis. C'est ça. Donc, tu sais, ça, c'est évidemment la position de conduite, on en parle, c'est quelque chose qui est super important de base pour apprendre à conduire, de ne pas être trop non plus stressé sur le volant. Tu sais, c'est là où pour la réactivité, finalement, ça prend tu sais, il ne faut pas être trop stiff, on va le dire comme ça. Mais dans tous les cas, tu sais, c'est tout la base est enseignée, évidemment. La pratique vient avec les cours, avec les parents également. Mais apprendre à faire du talon-pointe avec des talons hauts. Apprendre à freiner en système d'urgence aussi. Mettons, il y a de la neige, on ne met pas les freins au bout. Là, il faut dans le fond aussi en même temps. Freiner on va au freiner. seuil. Exactement. Puis c'est sûr que c'est des choses qu'on va apprendre dans la mesure où on a des cours sur la neige. Mais s'il y a des étudiants qui arrêtent leur processus de cours durant l'hiver par peur, ben c'est là où on n'a pas pu leur enseigner, tu sais, durant l'hiver. Fait que c'est sûr que... Donc, un étudiant pourrait décider de stopper ses cours durant l'hiver, reprendre au printemps et quand même avoir son permis à la fin. C'est pas obligatoire qu'il y ait une partie des cours qui a été faite durant la saison froide. Exactement. OK. Donc, le processus de cours se veut durant 1 an. Il n'y a pas de point d'ancrage de dire tu es obligé d'avoir un cours en janvier puis en février. Donc, si le client en tant que tel commence son cours en septembre, puis après ça, lui, la session scolaire avance, bon, il n'y a plus vraiment de temps, beaucoup de parascolaires, beaucoup d'activités, puis ça fait en sorte que lui, son cours de conduite, il veut le faire plus au printemps. Il peut le faire au printemps, sans problème. OK. Un cours d'appoint ou un cours complémentaire pour apprendre la dynamique de conduite. Bon, il y a des écoles spécialisées qui en donnent à différents endroits au Québec. Là, je pense à l'école qui est à Mécaglis avec notre ami Franck Kirchhoff. Vous offrez un cours comme celui-là. C'est un supplément de combien? En fait, bon Dieu, je pourrais peut-être pas m'avancer sur le prix précisément parce que c'est vraiment local en tant que tel comme service. Je crois qu'on l'offre du côté plus de la rive nord de Montréal. Donc, ça variait dans les années passées environ autour de 100 $. OK, fait que c'est pas... c'est quand même un cours abordable. De plus, là. Exactement. Puis c'est un cours de plus qui est disponible sur un véhicule exprès pour ça, donc dans nos stationnements. Que vous allez faire sur un circuit fermé, comme c'est le cas avec des cours de moto, de scooter. Là. Exactement, entre les cônes. Donc, on va vraiment pratiquer. OK, je comprends. Ouais. Puis, bon, j'ai cru comprendre, là, grosso modo, qu'un cours complet jusqu'à la fin, sur une période d'1 an, on parle d'environ 1 400 $. Là, ça ressemble à peu près à ça. Avec les taxes. Oui, avec les taxes. Ben, je les paye quand même, fait que je les compte. Nous aussi. Oui, c'est ça. Mais une fois qu'on a son permis de conduire aujourd'hui, c'est plus comme quand nous, on l'obtenait à l'époque. Là, il y a un permis avec des points réduits. Exactement. Dans le fond, l'étudiant a un couvre-feu aussi à respecter durant la période de son permis probatoire, donc entre minuit et 5 heures. Évidemment, il ne peut pas avoir plus d'un passager mineur dans son véhicule. Donc ça, c'est quand même aussi intéressant parce que dans les statistiques du bilan routier, ça en fait partie des victimes collatérales, finalement, aux accidents. Et aussi, le fait qu'ils gagnent, en quelque sorte, une possibilité d'avoir plus de points d'inaptitude à leur dossier avec le temps, finalement, avec l'expérience qu'on a en conduite. Je lève la main. J'ai une question pour un ami, en l'occurrence mon fils. Si tu as perdu 1 point de démérite avec ton scooter à l'âge de 15 ans, est-ce qu'il est transféré sur ton permis d'apprenti conducteur? Exact. Émile, retiens ça. même principe si tu étais un cycliste puis tu n'as pas de permis. Ça va te suivre aussi, en quelque sorte. Donc, tu peux avoir une infraction au code de la route en étant un cycliste sans avoir de permis de conduire. Ah oui? Oui.
Ouais, je serais curieux de me faire arrêter en vélo, mais j'imagine que ça doit arriver. Oui. Ça, c'est pas... je viens juste de prouver à tout le monde que je fais pas tant de vélo que ça. Je pense que vraiment, c'est bon. OK. Et en terminant, qu'est-ce qui a été amélioré dans les cours de conduite ces dernières années et qu'est-ce qui serait à améliorer selon vous? À vrai dire, le programme de cours, c'est le même pour l'ensemble du Québec. Donc, peu importe la compagnie avec laquelle la personne prend son cours, c'est le même. Donc, nous, ce qu'on est venu à faire, c'est bonifier cet enseignement-là, justement pour se démarquer du bilan routier, faire en sorte qu'il y ait faire beaucoup plus de sensibilisation puis d'être davantage présent dans des événements de sensibilisation, justement. OK. Fait que, en gros, on vient bonifier l'information dans le cursus de cours qui est offert par la SAC. On vient justement offrir des possibilités aux clients pour pouvoir s'améliorer sur leur technique routière, donc de conducteur. On prend le temps de prendre un point d'arrêt sur sensibiliser. En même temps, on a différentes ententes avec Opération Nez Rouge. Je veux pas pour l'alcool au volant. Ça aussi, c'est un autre fléau sur nos routes, mais ça touche notre clientèle directement, ça touche nos apprenants, puis la future génération aussi. Est-ce que vous n'avez pas justement cette impression-là, c'est peut-être mon impression personnelle, mais j'ai l'impression que la jeune génération est vraiment sensibilisée à ça et est beaucoup plus disciplinée en ce qui concerne l'alcool au volant que la plus vieille génération. Et oui, je dois m'inclure là-dedans. Je ne sais pas si je peux dire ça. Au pire, on va le couper au montage, mais la SAC, la Société d'alcool du Québec, donc en ce moment, on se sont rendu compte que les 18-24 ans consomment moins d'alcool. Donc, c'est sorti récemment. Puis évidemment, un peu comme la nicotine, on ne veut pas faire de publicité pour consommer ça, mais ce serait un peu le message direct de la SAC, finalement, de ne pas faire de publicité pour consommer l'alcool. Mais nous, on les sensibilise beaucoup depuis, le programme est obligatoire depuis 2010. Ça a été un des premiers chantiers de diminuer la visibilité pas diminuer la visibilité, mais augmenter la visibilité des méfaits sur la route avec l'alcool au volant. Ou les facultés affaiblies, peu importe quoi. Avec la drogue qui est arrivée aussi avec les nouvelles réglementations. Donc, évidemment, sont sensibilisés, les jeunes, à ce niveau-là. Puis tant mieux. Ça veut dire que, quelque part, le message a passé. Maintenant, là où il faut qu'on travaille plus, c'est la distraction au volant. C'est la maîtrise des émotions, puis c'est la rage, finalement, qui vient prendre le dessus sur l'humain derrière le volant, finalement. C'est la raison pour laquelle vous faites cette campagne-là depuis 2 ans. Exactement. Puis, veux pas, être conducteur d'un véhicule, on est au volant d'une arme. Veux pas, c'est nous qui avons notre destin et le destin de notre personne suivant en avant de nous, devant nous. Ouais, jusqu'à temps qu'il y ait des véhicules entièrement autonomes, c'est nous qui sommes en contrôle de ces véhicules-là, puis il faut apprendre à les contrôler, même avec nos émotions. Exactement. Puis même si le véhicule est 100% autonome, il en demeure pas moins que la responsabilité légale du véhicule te revient. Ah oui. Le jour où la compagnie va les être robots accusée, taxis, par exemple, si tu es assis en arrière, ça peut arriver. Oui. Ça, c'est une autre affaire, les robots taxis. C'est un sujet qu'on en parle à peu près à toutes les émissions. Et puis, c'est une technologie au sud de la frontière, en Californie, tout ça, c'est déjà implanté dans certaines villes. Ça fonctionne sommairement bien parce que c'est de la basse vitesse puis c'est contrôlé dans ces environnements-là. Mais chez nous, en tant que passager, on me le demande tout le temps, t'embarquerais-tu dans un véhicule sur le banc passager par un véhicule qui est conduit entièrement de manière autonome? C'est une question que je me pose. Je l'ai déjà faite, mais est-ce que je le ferais souvent? Je ne sais pas. Moi, je laisserais la place aux autres. J'ai une dernière question pour un ami. Pourquoi il n'y a plus de cours de conduite avec boîte manuelle? C'est une excellente question. À vrai dire, nous, d'un côté, depuis la pandémie, la demande était vraiment moins présente. Donc, on a, je vais parler plus du côté de la Rive-Nord, on a en quelque sorte arrêté de faire des cours en manuel. Cependant, dans certaines écoles techniques à travers le Québec, il y a encore des voitures manuelles. Bien que c'est un apprentissage qui est somme toute, je veux dire, qui vaut la peine d'être appris pour le contrôle de la voiture, justement, puis savoir comme ressentir la voiture, comme vous me l'avez dit tout à l'heure. D'un point de vue, dans le fond, demande de la clientèle sur le marché, les voitures manuelles s'en viennent un peu... il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins, mais en même temps,
c'est un peu ce que vous me disiez tantôt. Les jeunes étudiants qui s'achètent leur première voiture n'achètent pas d'électrique, n'achètent pas de voiture neuve non plus. Et si on recule de 6, 7, 8 ans, des manuels à bas prix, il y en a aussi. Exactement. Donc, je comprends que, oui, la tendance ne va pas en augmentant, mais effectivement, je pense que ne serait-ce que d'avoir 1 ou 2 cours en manuel pour pouvoir découvrir ce que c'est, mieux comprendre la voiture et être capable de se dépanner si jamais il y a un besoin en ce sens-là, ça peut être une formule. Alors moi, je serais d'avis que même si c'est pas obligatoire, qu'on puisse, à la demande du consommateur, le faire. Exact. Mais ça, je suis totalement d'accord avec vous dans la mesure où on a de la demande également. C'était pas quelque chose auquel les jeunes en ce moment demandent. Je vous dirais même plus que les gens demandent la voiture électrique plus que la voiture manuelle de notre côté à nous. Somme toute, il y a des écoles qui l'offrent encore, qui offrent des possibilités de faire des cours de perfectionnement en manuel avec la transmission manuelle, mais c'est pas à faire dans l'ensemble des écoles dues à la demande. Ça change, hein? Oui. Alors, bon, enfin bref. Cours de conduite en manuel, si vous voulez les faire, ben, ça sera avec papa ou maman, avec la voiture de papa ou maman s'il y a lieu. Sinon, ben, malheureusement, c'est une époque aujourd'hui qui semble révolue. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Et puis, on va inviter les gens à aller visiter votre site web s'ils veulent en savoir plus sur votre campagne en ce moment. Excellent. Merci beaucoup pour le temps. Le guide de l'auto. Bon, ben Louis-Philippe, notre entrevue avec les gens de technique a été un petit peu plus longue que prévu. Alors, pas de temps cette semaine pour les essais routiers. On y reviendra la semaine prochaine. On va parler du Tiguan Turbo. Oui. Bien que tous les Tiguan soient turbo. Pensant à Porsche, ils ont mis turbo sur un char électrique. Alors, sur plusieurs, ça se mène à toutes les sauces. C'est ça. Lamborghini, on va parler du modèle Revuelto que j'ai pu mettre à l'essai, du fourgon PV5 aussi. Ça me permet de terminer en mentionnant que si le PV5 est voué au succès, ben, l'heure est au bilan pour le Volkswagen ID Buzz. On a annoncé un rabais de 21 000 $. Oui, quand même. Hein? C'est pas pire rabais. Ça. Donc, on va remanier la stratégie un peu du ID Buzz chez Volkswagen parce que là, les modèles plus abordables n'auront plus vraiment la place dans cette stratégie de prix-là. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Mais si vous voulez vous acheter un ID Buzz, c'est peut-être le temps de commencer à le regarder parce qu'il y a des gros rabais. J'aime mieux de le dire en anglais. ID Buzz, ça sonne moins bien que ID Buzz. Alors, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, Hugues Gonneau va être de retour, même s'il est malade. Compris, Hugues? On t'attend de pied ferme et d'ici là, soyez prudents sur la route. Merci tout le monde. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.